C'est sûr qu'on capte pas tous les runners et tous les cyclistes, mais en tout cas ça donne une très bonne tendance. On est un élément de compréhension, de lecture qui permettrait aux politiques locales de venir changer les environnements. Et c'est sûr que les données privées peuvent aider, et donc c'est pour ça qu'on les ouvre gratuitement. 2020 a marqué le boom du footing et du vélo. Vous êtes 30% de plus en moyenne à pédaler en ville. Et en 2021, un bon coureur, un bon cycliste est connecté. Vous courez et pédalez en réseau. Et ça intéresse les villes, car vos itinéraires et vos habitudes, c'est de la data. Strava l'a compris. Alors, l'appli des sportifs va-t-elle changer le visage des villes de demain ? Grégory Vermersch va nous le dire. Portrait. Grégory Vermersch a commencé sa carrière au moment où Internet faisait exploser sa bulle. Alors que beaucoup étaient sidérés, il décide de s'y engouffrer complètement. Le goût du challenge sans doute pour ce sportif émérite. Il entame alors sa vie professionnelle au sein de plusieurs studios de création digitale et crée parallèlement un label musical indépendant. En 2006, il intègre le Coq Sportif et travaille au déploiement de la stratégie digitale de la marque en France et à l'international. Il entre alors en contact pour la première fois avec Strava, une application dédiée à la collecte de données liées à la pratique sportive, même s'il fait déjà partie, à titre personnel, du premier million d'utilisateurs. 4 ans plus tard, il rejoint Strava comme country manager pour la France et l'Espagne et jongle au quotidien avec les données de plus de 3 millions de membres en France, ce qui en fait le 4e pays au monde. Bonjour Grégory Vermersch. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous surtout d'être venu nous voir ici sur Way. Strava, on vient de l'entendre aujourd'hui, c'est l'appli numéro 1 des coureurs et des cyclistes. Vous avez 75 millions d'utilisateurs à ce jour. Vous m'arrêtez si je me trompe sur les chiffres. Pourquoi est-ce que les cyclistes et les runners ont-ils autant besoin d'être connectés et surtout aujourd'hui de faire partie d'une communauté, d'être en réseau? C'est des sports à la base le running et le cyclisme sont quand même des sports assez solitaires. Donc Strava a fait que justement en créant cette plateforme a rendu ces sports limite des sports collectifs. Donc voilà, c'est devenu des sports où on s'est mis à partager beaucoup de choses. Mais il y a aussi le plaisir, 400 millions de photos uploadées en 2020, 21,5 millions d'activités sur le réseau par semaine, c'est énorme. Alors ça fait des tétraoctets de données. Qu'est-ce que vous en faites de toutes ces données? Vous les mettez où? Alors elles sont sur des serveurs, essentiellement Amazon pour pas les citer. Mais ces données en fait elles sont pas du tout commercialisées aujourd'hui. Elles sont surtout en fait utilisées pour améliorer le produit. C'est sur ça qu'on se concentre. On est un business. D'accord, donc vous les exploitez pas? On fait pas d'exploitation commerciale. On fait de l'exploitation au niveau analyse pour mieux comprendre le comportement et les demandes des membres. Et puis derrière, justement, on fait des améliorations produits. C'est vraiment ça notre cœur de métier. On n'est pas du tout sur sur la revente de données ou sur l'économie de l'attention, ce genre de choses. On est vraiment sur comment analyser ce qu'on met à disposition pour vraiment améliorer le produit pour que le produit soit plus performant. Pour améliorer votre produit et aussi, et c'est ça qui est nouveau et qui nous intéresse aujourd'hui, vous le mettez à disposition des collectivités. Comment? Pourquoi? Ça s'appelle Strava Métro et c'est Christian Roudot qui nous l'explique. Partir de la réalité du bitume pour adapter la ville aux besoins des cyclistes, des coureurs, des marcheurs, c'est toute l'idée de Strava Métro lancée en 2014. L'appli fournit une tonne d'informations sur les parcours les plus empruntés, quel jour, à quelle heure, à quelle vitesse et à l'inverse sur les trajets évités, voies trop étroites, dangereuses, encombrées. Ces données anonymisées et constamment mises à jour sont désormais fournies gratuitement à 300 grandes villes dans le monde, Paris, Londres, Oslo, Sao Paulo, Denver. Pour les services d'urbanisme et de transport, c'est une mine. De quoi éclairer le choix des villes. En amont, est-ce qu'une piste cyclable se justifierait à tel endroit? En aval, une fois aménagée, est-elle suffisamment fréquentée? La question s'est posée récemment avec les fameuses Corona-pistes. Il faut bien sûr que la communauté Strava, 75 millions d'athlètes dans le monde, joue le jeu et accepte de fournir les infos concernant leur trajet. Mais c'est plutôt dans leur intérêt. Cette précieuse data aide en effet les villes à s'adapter à leurs besoins. Voilà, une data extrêmement précieuse. Pourquoi est-ce que les collectivités sont à ce point intéressées aujourd'hui
par vos données, à quoi ça peut leur servir? Ils ont toujours été un peu intéressés en fait, les collectivités locales, les mairies, les collectivités territoriales. Elles ont toujours été très intéressées par les données Strava Métro, mais elles n'étaient pas forcément facilement exploitables. Il fallait quand même certaines compétences techniques. Il fallait injecter les données dans un système GIS. Les croiser aussi avec des données qu'ils ont déjà. Voilà, les données des compteurs sur place qu'ils ont. Donc tout ça demandait quand même beaucoup de compétences techniques. Aujourd'hui, en 2019, on a lancé une plateforme complètement accessible depuis un navigateur qui permet tout à chacun, en tout cas des personnes qu'on a validées de notre côté, parce que tout le monde n'a pas accès à ça, il faut quand même faire partie d'un organisme public, d'une collectivité locale, d'une mairie, d'accéder à ces données en fait de manière beaucoup plus simple à travers une interface. Et à partir de là, effectivement, on peut exploiter ces données, les télécharger, les interpréter. Et donc voilà. Alors justement, les exploiter, les interpréter pour en faire quoi? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ce sur quoi ça peut déboucher quand on est à la ville et qu'on doit décider de politiques qui sont des politiques publiques? Oui, c'est beaucoup d'analyses autour de système de cartographie, mais c'est aussi une analyse des horaires, une analyse de la vitesse. Je sais pas, un des exemples qu'on a, par exemple, la mairie nous a contactés juste à la sortie du premier confinement pour voir effectivement comment les données Strava pouvaient être exploitées pour pouvoir valider tout le réseau de coronapistes qu'ils appelaient à l'époque. Alors les coronapistes, c'est ces fameuses pistes, ces pistes supplémentaires qui ont été créées ou étendues pendant le confinement, parce qu'évidemment il y avait beaucoup plus de vélos. Alors la question c'était quoi? C'était de savoir si on les laisse ou pas. Est-ce qu'elles étaient empruntées tout simplement, quoi. Donc c'était comment valider un réseau qui est un peu éphémère dans l'absolu, qui était là que pour quelques semaines à la base, mais on le voit encore, alors ils sont encore là, ces coronapistes, et la mairie en utilisant les données Strava Métro et aussi ces compteurs, permet de valider certaines pistes, certains passages, et c'est le cas en ce moment. Ils sont en train de travailler typiquement sur l'axe La Chapelle, qui monte la porte de la Chapelle à la des axes station très empruntés, et ça peut permettre éventuellement de faire des nœuds de circulation et de trouver d'autres aménagements. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème là de se dire que finalement on utilise les données finalement que d'une certaine communauté? Il s'agit des coureurs, des cyclistes et de cyclistes connectés. Déjà, les données elles sont certes privées, mais elles sont surtout aussi de notre côté. Alors, il y a tout un travail qui est fait pour être anonymisé. C'est sûr qu'on capte pas tous les runners et tous les cyclistes de Paris. On aimerait bien, ce sera peut-être dans un futur plus ou moins proche, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, ça donne une très bonne tendance et c'est un énorme sample pour une ville comme Paris typiquement. Et les automobilistes, et les personnes âgées, et les mamans avec des poussettes, et les piétons, on en fait quoi de tout cela? Et justement, on capte pas tout ça, mais c'est justement ce croisement des données qui fait que à un moment donné l'analyse est plutôt pertinente. Le croisement des données avec d'autres sets de données est primordial. C'est sûr. D'accord, donc ce que vous nous dites, c'est que c'est complémentaire, parce que ce qui est sûr, c'est que c'est une tendance qu'on ne voit pas que à Paris, c'est dans toutes les villes d'Europe. Ces villes, elles sont en train de changer de visage, c'est ce qu'on appelle les fameuses nouvelles mobilités. Regardez déjà, dans les années 80, ils étaient des centaines à prendre leur revanche sur le bitume, mais c'était à roulette. Jacob, 16 ans, étudiant. Serge, 30 ans, fonctionnaire. Delphin, 63 ans, retraité. Unis par une même passion, le tout Paris du patin roulette refuse de voir son terrain de jeu se réduire comme une peau de chagrin. J'aime pas la neige, alors je me venge à Paris. Est-ce que tu aimerais qu'il y ait beaucoup plus d'endroits pour faire du patin roulette? Ouais. Largement, il y a rien à faire. Il devrait faire plus de pistes, c'est surtout ça. Le patin roulette, c'est pour eux à la fois un jeu, un sport, une autre façon de vivre la ville en survolant son bitume. Une autre façon de vivre la ville. Est-ce que c'est vraiment la tendance de fond que vous constatez à travers vos données? On est vraiment passé du tout voiture au tout vélo et tout runners? Non, mais après c'est clairement la tendance. Nous on le voit, il y a juste une donnée qui est vraiment intéressante. Juste sur la France, plus 357% de femmes ont pris leur vélo cette année sur Strava. Donc c'est juste énorme. C'est un des seuls pays dans le monde où la croissance est aussi forte. Au niveau international, on est sur 78%. Mais voilà, c'est vraiment un signe qu'il y a une attente, il y a une volonté aussi de se déplacer à vélo, parce que c'est vraiment le meilleur moyen de se déplacer
dans beaucoup de villes. Il y a des villes qui sont beaucoup plus avancées que Paris. Strasbourg est beaucoup plus avancé que Paris. Ah bon? Ah oui, clairement. Je crois que c'est 14% des déplacements qui sont faits à vélo. Voilà, à Paris, c'est 50% de l'espace public qui est occupé par des automobiles, qui représentent 13% des déplacements. Donc, à un moment donné, la logique veut que voilà, il faut laisser une part de déplacement à d'autres modes de déplacement que sont le vélo, la marche, la course à pied. Donc il y a vraiment un basculement. Ceci dit, ils sont pas, c'est pas pour prêcher contre votre chapelle, mais ils sont pas forcément tous connectés ou connectés à ce point aujourd'hui. D'ailleurs, on a avec nous nos trublions qui ont un peu de mal avec les mobilités connectées. JPEG et Marie-Claude. Eh ben moi, Charlotte, quand je fais du vélo, je cherche toujours des raccourcis et j'aime bien les partager avec mes copines. L'intérêt du raccourci, c'est d'arriver avant les autres. Pourquoi tu leur files tes tuyaux? Mais avec les applications, on réinvente un peu la ville à son image. C'est ça qui est chouette, JPEG. Non, moi, je prends toujours le même chemin. Je sais que c'est le meilleur et je vois pas pourquoi je changerais. C'est dommage, JPEG. Tu pourrais tenter l'aventure, redécouvrir ta ville. Il y en a encore beaucoup des comme lui, Charlotte. Écoutez, Marie-Claude, c'est à Grégory Vermersch qu'on va poser la question. Est-ce qu'il y en a beaucoup encore comme ça qui sont réticents? Parce qu'après tout, ça existe le droit à la déconnexion. Surtout quand on court ou quand on pédale. Oui, clairement. Alors, ce qui est intéressant avec Strava, c'est que nous, on prône la déconnexion, en fait. On est une application qui n'est pas sur l'économie de l'attention, on est sur une application qui, justement, motive à sortir de chez soi et faire du sport, découvrir des itinéraires, découvrir des forêts, Et en fait, tout ce temps-là, il n'est pas derrière un écran, en fait. Par contre, une fois qu'on rentre chez soi, on a la possibilité de capturer tout ça, de documenter tout ça. Et donc, nous, on s'inscrit clairement là-dedans. Donc, clairement, voilà, on est pour la déconnexion, finalement. Quel est l'intérêt pour vous, Strava, de fournir ces données aux collectivités, sachant que c'est un modèle que vous avez basculé en gratuit, en plus? Oui, on l'a basculé en gratuit parce qu'il y avait énormément de demandes et on s'est dit, à un moment donné, toutes ces collectivités, c'est tous ces organismes qui veulent déployer le vélo, qui veulent déployer le vélo dans leur ville, dans leur environnement, dans leur région. En fait, ils ont la même mission que nous, c'est-à-dire mettre les gens au vélo, quoi. Nous, c'est un peu notre mission. À un moment donné, c'est un outil qui motive, qui donne envie de sortir chez soi et de faire de l'exercice, quoi. Donc c'est un calcul gagnant-gagnant, c'est-à-dire que plus vous fournissez les données aux collectivités, plus on va pousser les gens à utiliser ces nouvelles mobilités, plus il y aura d'utilisateurs de Strava. Oui, on peut le voir comme ça. Si je vous suis bien. Ouais, on peut voir ça comme ça. Et pour les utilisateurs, quel est leur intérêt à eux de le faire? Je peux modifier mon environnement, quoi. Je peux impacter les changements sur mon environnement. Donc typiquement, si je partage ma montée sur la descente de la rue d'Amelot, par exemple, à Paris, je peux me dire, tiens, si je suis pas le seul à le faire, typiquement, comme cette rue ne dispose pas d'infrastructure, peut-être que je peux me dire, si plus je partage, à un moment donné, ça sera visible, quoi. Donc à un moment donné, ça va sauter aux yeux sur la carte et sur les données. Donc à un moment donné, potentiellement, il y aura une infrastructure qui sera mise en place. C'est un peu ça, la philosophie derrière. Ok, je me dis, je suis pour partager mes données. Est-ce que vous pensez que des acteurs privés comme vous, en collaboration avec les collectivités publiques, c'est ce croisement des données-là qui va vraiment changer le visage des villes de demain? Clairement, on ne se présente pas comme des solutionnistes. On n'arrive pas en disant, regardez, connectez-vous à Strava Métro, on va vous éclairer, on va vous donner toutes les solutions. Mais on est un élément de compréhension, de lecture qui permettrait potentiellement aux politiques locales de venir changer les environnements et de les adapter par rapport à une façon de vivre qui est vraiment spécifique et qui change, quoi, qui pue le tout voiture. Une ville comme Paris n'a pas été pensée à la base que pour les voitures et on le voit, c'est très bruyant, c'est très pollué, c'est systématique. Donc voilà, nous on s'inscrit là-dedans et voilà, c'est sûr que les données privées peuvent aider, donc c'est pour ça qu'on les ouvre gratuitement aussi. Et justement, est-ce que vous avez vu une accélération de ce croisement des données avec la crise sanitaire que nous vivons? Clairement, oui. En fait, avant la pandémie, Strava, à peu près 1 million de personnes rejoignaient Strava par mois. Et pendant la pandémie, et c'est encore un rythme sur lequel on est aujourd'hui, il y a à peu près 2 millions de personnes qui nous rejoignent tous les mois. Donc clairement, il y a une volonté de beaucoup de gens simplement de se tourner vers l'exercice, s'aérer. Il y a la marche qui a fait un bond de x3, qui a été multiplié par 3 sur l'année 2020. Donc oui, il y a eu à un moment donné, il y a cette volonté de s'aérer, de prendre l'air, de passer du temps dehors. Voilà. Et puis il y a d'autres activités qui sont plus possibles aussi. Donc beaucoup de gens se tournent aussi vers ce type d'activité un peu sportive.
Merci beaucoup Grégory Vermersch d'être venu nous parler donc de cette appli qui est dédiée aux marcheurs, aux cyclistes, à tous ceux qui veulent s'aérer comme vous dites et bouger autrement avec cette data qui devient extrêmement précieuse à la fois pour les utilisateurs et pour les villes. Merci infiniment d'être venu sur Way. Way, ça continue maintenant et tout le temps. C'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez nos invités, nos chroniqueurs. Activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages, nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.